Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Le vérificateur général et le médiateur de la République étaient hier à l'Assemblée nationale. Ils ont remis 2 rapports au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier fait cas d'une perte de plus de 10 milliards de francs CFA de manque à gagner. Le second révèle 224 des réclamations dans différents domaines. Mouribou Marikou nous fait le compte-rendu. Une institution, l'Assemblée nationale, qui reçoit 2 rapports de 2 structures différentes, le bureau du vérificateur et celui du médiateur. Au-delà de l'exigence légale, l'exercice répond à coup sûr au principe de la promotion respectivement de la bonne gouvernance et de l'amélioration des rapports entre citoyens et services publics. Les questions cruciales qui requièrent l'appréciation déterminante de l'Assemblée nationale demeurent. Je vais citer par exemple l'impossibilité pour le bureau, à l'heure actuelle, de vérifier le reversement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, collectée par certaines grandes sociétés commerciales, le seul contrôle admis étant celui des services des impôts. Nous inscrivons notre action dans la dynamique d'une amélioration constante de la qualité du service public. Et nous espérons que la mise en œuvre des recommandations que génère l'analyse des dossiers de réclamation contribuera à l'atteinte de cet objectif. Au moment où le vérificateur général relève des pertes financières de 10 millions de francs CFA sur 13 structures vérifiées, confirmant ainsi selon Amadou Ousmane Touré que la fraude et la mauvaise gestion continuent de compromettre dangereusement la bonne gestion de nos maigres ressources, le rapport du médiateur lui fait cas de 224 réclamations dans des domaines comme les affaires domaniales, le fonctionnement des services et la gestion des carrières des agents publics. Monsieur le vérificateur général, nous sommes dans une situation où le pays est en crise, la crise politique est là, la crise sécuritaire est là, mais elle est doublée d'une crise économique. Et votre rôle, c'est au moins d'empêcher cette crise économique de s'emballer. Ce rôle, l'Assemblée nationale l'apprécie. Monsieur le médiateur, votre rôle est connu. Il est apprécié d'abord par les usagers. Il est apprécié également par les services publics concernés. Parce que votre mission comporte également un volet éducation, conseil, qui permet aux services publics qui ont eu des lacunes ou qui se trouvent dans l'erreur, leur permet de s'améliorer. Le travail des 2 structures ne se contente pas de relever que des dysfonctionnements. Les rapports ont ceci de particulier qu'ils constituent aussi des mines de propositions permettant à notre pays de trouver sa voie. Un trait caractéristique salué ici par les honorables de l'hémicycle. Le ministre de l'Agriculture a lancé hier le projet régional pour la mise en valeur des terres de l'Office du Niger. Plus de 11 200 hectares dans les casiers hydrauliques de Tandjoura et de Touraba seront mis en valeur. Et le coût d'investissement s'élève à plus de 57 milliards de francs CFA. Abdraman Maïga nous présente ce projet. Avec plus d'1 millier d'hectares de terres aménageables, l'Office du Niger est, de par ses potentialités agricoles, une plateforme incontournable pour le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Parmi ces immenses potentialités, seulement 90 000 hectares sont de nos jours exploités ou en cours d'exploitation. C'est pour permettre une mise en valeur réelle de ce périmètre que le présent projet vient d'être initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À travers ce programme de plus de 47 milliards de francs CFA, l'Union monétaire ouest-africaine entend renforcer l'intégration économique régionale avec en toile de fond la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers l'ouverture de la zone de l'Office du Niger aux ressortissants des États membres. Le potentiel de production annuel de l'aménagement de Touraba est estimé notamment à 10 000 tonnes de riz, 2 500 tonnes de maïs, 200 tonnes de blé, 100 tonnes d'arachide, 6 000 tonnes de pommes de terre, 1 000 tonnes de gombo, 1 700 tonnes d'oignons et 150 tonnes de produits piscicoles. Cette production pourrait générer une valeur ajoutée réelle estimée à plus de 2 milliards 500 millions
de francs CFA par an. Ce projet qui aménagera plus de 11 200 hectares dans les casiers hydrauliques de Tandjoura et de Touraba sera exécuté à travers 3 composantes. Ces différents segments concernent le développement des infrastructures, la mise en valeur agricole des terres aménagées ainsi que l'organisation et la gestion du projet. Outre ces différents volets, le présent projet prendra en compte la réalisation des infrastructures de base au profit des populations de la sous-région ouest-africaine. Notre sous-région est constamment soumise au déficit alimentaire à cause de la dépendance de nos productions aux conditions climatiques. Nous avons le devoir d'inverser la tendance si nous voulons gagner les défis de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Ces défis ne seront relevés qu'en investissant dans les systèmes de production moins tributaires des conditions climatiques. Pour mieux coordonner les actions et dans le souci d'atteindre les objectifs, les participants auront à se familiariser avec un certain nombre de thèmes élaborés. Il s'agit des thématiques comme la gestion de l'eau, du foncier, la mise en valeur des terres et enfin la promotion des investissements et l'accès au marché. Le ministre des Mines, lui, s'est rendu hier sur le site de la mine de fer de Tienfala, exploitée par la société indienne Sahara Mining SA en 2e région. L'objectif est d'échanger avec les responsables de la société sur les difficultés qu'ils rencontrent. Envoyés spéciaux à Tienfala, Amadou Samasekou, Agibou Koulibaly. Le sous-sol de la commune rurale de Tienfala regorge d'importants gisements de fer dont la teneur est estimée entre 60 à 70%. Le minerai est exploité par Sahara Mining, une société industrielle de fer indienne. La méthode manuelle et la méthode semi-mécanisée. La collecte manuelle se poursuit sur un site pour le moment. Quand on enlève la surcharge sur le minerai, on exploite les minéraux et on les transporte ici où sera commencé le traitement semi-mécanisé. Le ministre des Mines s'est rendu sur ce site ce lundi pour faire le constat de l'évolution des activités. Le cours du minerai de fer aujourd'hui est très bas, contrairement à l'or. Donc, ce qui fait qu'ils ont des difficultés. Donc, c'est pourquoi on est venu examiner avec eux, non seulement par rapport à ce cours qui est bas, comment on peut s'entraider, mais aussi ils ont signé des engagements avec l'État du Mali. Et quand nous sommes venus, nous avons observé qu'il y a des insuffisances et des manquements par rapport à ces engagements. La mine de fer, qui devrait être une aubaine pour les collectivités bénéficiaires en termes de création d'emplois, d'impôts pour l'économie nationale, semble malheureusement avoir l'air d'un pillage de nos ressources naturelles. Ces difficultés sont en général la détérioration de l'environnement. On a trouvé que les routes empruntées par les camions de Sahara Mining, ces routes ont été dégradées et Sahara Mining n'a rien fait pour les réparer. Aussi, il y a l'insécurité, la sécurité au niveau des exploitants, les manœuvres qui font sur les sites. Après la visite de la mine de fer de Tienfala, le ministre et sa suite ont eu 2 séances de travail, une avec les collectivités bénéficiaires et l'autre avec les responsables de Sahara Mining SA. Au menu des échanges, les voies et moyens pour trouver un terrain d'entente par rapport à la gestion des problèmes rencontrés entre les différentes parties. Et cela au profit des 5 communes bénéficiaires du gouvernement et de Sahara Mining SA. Le Maya, c'est le thème d'une conférence organisée par le regroupement des jeunes pour le développement. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les valeurs traditionnelles du Maya. Et après la conférence, c'était la remise d'attestations aux jeunes formés par le regroupement en informatique. Le commentaire, c'est avec Moussa Fane. Ces jeunes qui viennent de recevoir leur attestation sont formés en informatique. Organisée par le groupement des jeunes pour le développement, cette formation a permis aux jeunes de se familiariser à l'outil informatique et aux différents logiciels. Les jeunes des 6 communes du district de Bamako ont salué cette initiative de RJ2. Auparavant, Dr Simaga a animé une conférence sur le Maya, c'est-à-dire l'humanisme. Le conférencier a expliqué l'importance des Mayas aux jeunes. Les jeunes, tout ce que je leur ai dit, ça ne tombe pas comme ça, comme la pluie sur le carreau. Il faut s'imbiber de ça, qu'on utilise la notion de morale et d'instruction civique. Ça représente un ensemble de valeurs sociétales
faisant de l'homme un homme. Nous, les jeunes, on a compris beaucoup de choses, on veut beaucoup de changements. Il est temps qu'on voit la réalité en face de nous. C'est pour les faire comprendre, c'est pour les passer un message par rapport au changement. Les appels que nous avons pour lancer envers les jeunes, c'est qu'ils viennent vers nous. Nous sommes tous des jeunes. Le groupement des jeunes pour le développement est ouvert à tous les jeunes du Mali. Et c'est parti depuis hier à Yorosso pour les activités de lutte contre la pneumonie, l'événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée du 12 novembre, journée mondiale de lutte contre la pneumonie, sera marquée dans la localité par la prise en charge gratuite de 700 enfants souffrant de pneumonie pour un coût d'1 million de francs CFA, entièrement financé par le projet COICA de Sikasso, le compte rendu de Fatoumata Diallo. Il s'agissait pour le projet COICA au cours de cette édition 2012 des activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie à Boura de faire comprendre aux populations la pathologie de la pneumonie et la conduite à tenir. Des exposés, il ressort ainsi un chiffre alarmant de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans tués annuellement par cette maladie à travers le monde. Et 98% de ces décès, selon les statistiques mondiales, surviennent dans les pays en voie de développement. D'où le thème « Rôle de la communauté dans la lutte contre la pneumonie ». C'est une maladie meurtrière, et surtout si la prise en charge n'est pas faite correctement et à temps, parce que dans la plupart des cas, les parents gardent l'enfant à la maison. Et très souvent, il nous arrive à un stade très avancé, et ce qui complique vraiment la prise en charge. Quant aux différents intervenants, dont le sous-préfet central Taïrou Maïga, ils ont invité les parents à fréquenter à temps le centre de santé où toutes les dispositions sont prises pour des soins de qualité. En marge de cette journée de lutte contre la pneumonie, on a décrété une semaine de gratuité de prise en charge pour les enfants malades de pneumonie. Pour ça, on prévoit atteindre 700 enfants pour le district sanitaire pour un coût global d'à peu près 1 million en médicaments. Alors, quoi de plus normal pour la population de Boura d'extérioriser leurs jeux? Hors du Mali, direction les États-Unis pour parler de l'affaire David Petraeus, l'ex-chef de la CIA, une affaire qui est devenue un feuilleton à plusieurs épisodes. Cette fois-ci, c'est John Allen, le commandant des forces de l'ordre de l'OTAN, qui est accusé pour l'envoi de courrier à une femme. À cet effet, son domicile a été perquisitionné. En quelques jours, l'affaire Petraeus est devenue un véritable feuilleton. Dernier rebondissement, la possible implication du commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan, le général John Allen. Ce dernier fait aussi l'objet d'une enquête pour avoir envoyé des courriels jugés inappropriés à une femme, Jill Kelly, liée au scandale sexuel dans lequel l'ex-chef de la CIA, David Petraeus, est impliqué. Jill Kelly aurait reçu des menaces d'une ex-maîtresse de Petraeus, Paula Broadwell, également sa biographe. C'est elle qui est au centre de l'affaire. Lundi soir, des agents du FBI ont perquisitionné son domicile. Ils ont pris des photos et emporté des cartons de documents. La classe politique américaine demande des explications. Le FBI avait appris la liaison entre David Petraeus et Paula Broadwell dès l'été. Pourquoi ne rien avoir dit? Leur relation a-t-elle pu porter atteinte à la sécurité nationale? L'ex-patron de la CIA devra répondre de tout cela devant des parlementaires jeudi. La pression monte aussi sur le FBI et l'administration Obama. Ils devront justifier comment il a fallu 4 mois avant de faire savoir qu'une enquête était ouverte sur une liaison adultère qui a abouti à la démission du chef de la CIA. Un sujet plus gai, nous terminons par le cinéma et cette découverte. Il s'agit du film Rangen, l'histoire d'une noire musulmane qui veut épouser un subsaharien chrétien. Film réussi, même si le budget a fait défaut lors de sa réalisation. Aussitôt projeté à Cannes, Rangen a été bien apprécié par les critiques. En plus des affiches rituelles pour annoncer une sortie en salle à Paris, l'équipe du film Rangen a distribué des flyers dans les quartiers fréquentés et populaires ces derniers jours. Comédiens et techniciens ont cherché à toucher un public qui n'écoute pas forcément les médias pour choisir un film. Elle est belle, hein? Elle est belle l'affiche. Pour nous, distribuer ces flyers, c'est pas une histoire de com'. On est comédien dans le film et on a envie de défendre aussi à notre niveau, c'est-à-dire celui de la rue, celui de notre base qu'on n'a pas envie de quitter parce qu'on y est bien.
Il faut dire que Rengaine n'est pas un film comme les autres. Le jour de mon mariage, d'accord? Sabrina, il n'y aura pas de mariage. Histoire d'une nord-africaine musulmane qui veut épouser un subsaharien chrétien. La mobilisation des familles et des communautés contre ce mariage, miroir de racisme dont on parle peu. Première surprise pour le réalisateur Rachid Jaidani, sa sélection à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Nous qui avons toujours été en quarantaine, aujourd'hui la quinzaine, c'est du sucre. Deuxième surprise, le public, les critiques sortent renversés de la projection et le font savoir. C'est beau. Il y a l'unisson des hommes. C'est extraordinaire. Si on pouvait arriver à faire de ce film quelque chose d'aussi beau, c'est-à-dire que tous les gens s'aiment, ce serait extraordinaire. Les difficultés qu'il a eu à réaliser ce film, c'est un peu l'équivalent des difficultés de la vie, quoi. Et ça, c'est fort aussi. Mais c'est l'espoir malgré tout. Tu veux te marier avec moi ou avec eux? Avec toi? Non. Les imperfections d'un premier film, l'absence visible de budget et de professionnels n'ont pas empêché Rengaine de remporter le prix de la critique internationale à Cannes, de trouver un distributeur, un coproducteur et des parrains à la télé, comme dans les journaux. 9 ans pour faire un film, 9 ans pour crier, mais la finalité elle est là. L'écho, c'est celui de l'amour, quoi. Et en même temps, voilà, c'est un film qui griffe, c'est un film qui est là pour faire mal, pour déranger. Sabrina va se marier. On va se marier avec Caroline. Poète et boxeur, comédien et écrivain, Rachid Jaidani fait avec Rengaine une entrée très remarquée dans l'univers du cinéma. Et sur ce se referme cette édition. Ce soir, retrouvez Ndeye Sissoko. Merci de nous avoir suivis. Restez sur l'ORTM, mais surtout, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Bonne suite de programme.